Il est tard, dans une banlieue anglaise. Une petite chambre d'ado, sauf qu'il n'y a plus d'ado, mais un homme de 21 ans, assis devant un écran dans l'obscurité. Sur le bureau, un modem branché à une ligne téléphonique. Aucun Wi-Fi, aucune fibre optique. Juste le bruit de la connexion qui s'accroche à un réseau que presque personne ne connaît encore. Sur l'écran, une interface rudimentaire, des menus numérotés, des pages qui défilent lentement. Ce n'est ni Internet ni un BBS. C'est Prestel, le service vidéotexte de British Telecom, le Minitel britannique. Une sorte de pré-Internet, réservé à ceux qui savent qu'il existe et qui peuvent payer l'accès. Robert Chiffren fixe l'écran. Il n'est pas là pour lire les infos ou la météo. Il est là pour tester les limites. Une suite de chiffres apparaît dans le coin de l'écran, comme si quelqu'un, quelque part, avait oublié de fermer une porte, un identifiant, un mot de passe. Rien de chiffré, aucune protection sérieuse, aucune authentification forte. Juste une chaîne de caractères en clair, exposée sur un réseau qui commence à connecter des banques, des institutions, et même la famille royale. Il prend une grande inspiration, pose les doigts sur le clavier et saisit lentement l'identifiant qui ne lui appartient pas. Puis le mot de passe. Il appuie sur Enter. En quelques secondes, il se retrouve dans un espace qui n'est pas censé exister pour lui. La boîte aux lettres électronique du prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre. Pas un compte utilisateur de démonstration, le compte réel, sur le système réel. À cet instant, il ne vole pas d'argent, il ne déplace aucun actif, mais il fait quelque chose de plus grave pour un État moderne. Il prouve que ses systèmes, ses banques, sa monarchie peuvent être atteints par un simple modem branché dans une chambre ordinaire. C'est l'histoire d'un piratage qui ne rapporte rien, mais qui coûte cher à tout le monde. Le jour où 2 hackers forcent le Royaume-Uni à inventer une loi, celle qu'on appelle aujourd'hui la cybercriminalité. La scène commence des mois plus tôt, dans un salon technologique londonien. British Telecom fait la démonstration de son système révolutionnaire, Prestel. Des terminaux reliés à des lignes téléphoniques, des informations, des services commerciaux et surtout, un embryon de banque en ligne. Les visiteurs s'approchent, les commerciaux expliquent. Vous pourrez consulter vos comptes depuis chez vous, transférer des fonds, accéder à des services financiers, tout ça via une simple ligne téléphonique. Pour la banque, c'est un rêve. Réduire les coûts de guichet, automatiser les process, augmenter la fréquence des interactions avec le client. Pour British Telecom, c'est un nouveau marché. Facturer du temps de connexion, louer des terminaux, vendre une infrastructure de communication qui ressemble à ce que sera plus tard l'économie numérique. Pour Robert Chiffren, c'est autre chose. Il regarde les démonstrateurs taper des codes sur les claviers. Il observe les écrans. Il ne voit pas un service révolutionnaire. Il voit un système. Et dans chaque système, il cherche une faille. À un moment, un ingénieur British Telecom saisit un identifiant et un mot de passe pour accéder à une section réservée. Il le fait rapidement, par habitude. Mais sur un écran cathodique, avec une fréquence de rafraîchissement lente, chaque caractère laisse une trace. Pour la plupart des visiteurs, c'est invisible. Pour quelqu'un qui sait regarder, c'est un trésor. Plus tard, Chiffren se connecte depuis chez lui. Il utilise un modem, compose un numéro d'accès, franchit les premiers écrans du système. Il teste un identifiant de démonstration trouvé sur une documentation, puis peu à peu, essaie les combinaisons vues au salon. Le système ne connaît pas le concept de pare-feu avancé, pas de firewall segmentant proprement les environnements de test et de production. Les comptes de démonstration sont parfois valides sur le réseau réel. Il n'y a pas de détection d'intrusion, pas de système de monitoring des IP, pas de journalisation fine des accès. On est au milieu des années 80. Les banques commencent à peine à entendre parler de cryptage, de chiffrement asymétrique, de clés privées. Prestel, lui, repose encore sur une logique d'accès par confiance. Si vous avez le code, c'est que vous êtes autorisé. Chiffren découvre qu'en utilisant certains identifiants, il peut monter dans la hiérarchie du système. Il accède à des menus que l'utilisateur standard ne voit jamais, des interfaces d'administration, des écrans de configuration. Il navigue, explore, teste. Il n'a pas besoin de malware, pas de phishing, pas de backdoor sophistiqué. La backdoor est déjà là. Elle s'appelle négligence. À ce stade, il pourrait s'arrêter, mais l'humain est une créature de curiosité. Et dans chaque menu interdit, il y a un autre couloir, une autre porte. C'est comme pénétrer dans une banque où les portes ne sont pas verrouillées, où les coffres sont ouverts. Non pas parce que quelqu'un les a forcés, mais parce que personne n'a imaginé qu'un intrus puisse entrer. Un jour, en parcourant les listes d'utilisateurs privilégiés, il tombe sur un nom qui ne ressemble pas à un simple client.
un compte spécial, avec un intitulé qui correspond à un titre royal. En quelques frappes au clavier, il demande l'accès. Le système ne lui pose qu'une question. Login correct? Yes. No. Il presse la touche Yes. Il est maintenant connecté à un compte auquel seule une poignée de personnes dans le pays est censée accéder. C'est là que la technique rejoint la politique. Car ce que les ingénieurs ont vendu comme un simple service d'information est en réalité devenu un vecteur d'attaque potentiel contre des banques, des dirigeants et la famille royale. À première vue, cette histoire n'est pas un casse. Il n'y a pas de virement SWIFT frauduleux, pas de compte offshore, pas de mule payée en cash pour retirer des liasses à un distributeur. Aucun flux n'est blanchi dans des structures opaques aux îles Caïmans. Aucune crypto-monnaie n'est utilisée comme couche de dissimulation. Et pourtant, du point de vue du système financier, c'est une bombe à retardement. Prestel n'est pas un gadget isolé. Dès 1983, la Bank of Scotland et la Nottingham Building Society s'y connectent pour lancer HomeLink, l'un des tout premiers services de home banking au monde. Chez soi, un client peut déjà consulter son solde, initier certains ordres, interagir avec sa banque. On est encore loin du trading haute fréquence, mais le principe est le même. Des actifs circulent sur une infrastructure télécom. Imaginons, si un intrus peut escalader les privilèges jusqu'à un compte royal, qu'est-ce qui l'empêche techniquement d'atteindre les interfaces bancaires, d'observer comment sont structurées les pages de transaction, les formulaires de virement, les identifiants des comptes clients? Et si demain ce vecteur d'intrusion est utilisé par quelqu'un qui n'est pas animé par la curiosité, mais par l'appât du gain? Le cycle classique d'un braquage numérique tel qu'on le connaîtra plus tard commence toujours de la même façon. Accès non autorisé, observation, puis manipulation des données, transfert vers des comptes relais, utilisation de mules bancaires, conversion en cash ou en actifs plus difficiles à tracer. Ici, rien de tout ça n'a lieu. Mais toute la mécanique est en place, prête à être exploitée. C'est ce décalage qui inquiète les banques. Dans les comités de direction, on se pose des questions qui n'existent pas encore officiellement. Comment auditer une infrastructure sur laquelle on ne maîtrise pas entièrement la sécurité? Comment calibrer le risque opérationnel et le risque cyber dans des modèles de conformité qui ont été conçus par des braquages physiques avec armes et masques, pas pour des intrusions invisibles par modem? Les montants ne sont pas sur la table, mais les scénarios le sont. Un home banking compromis, ce n'est pas un guichet braqué, c'est potentiellement des centaines de comptes simultanément. Des lignes de crédit, des placements, des actifs à effet de levier qui bougent sans que personne ne voie la main qui les déplace. Dans ce dossier, Chiffren et Gold s'associent dès les premières explorations sérieuses du système, ne se servent pas dans la caisse. Ils se contentent de montrer à quel point il aurait été facile de le faire. Gold n'est pas un inconnu pour Chiffren. Stephen Gold, lui aussi britannique, est un autre passionné d'informatique, journaliste et hacker amateur. Il gravite dans le même univers que Chiffren et qu'il contacte pour pousser l'exploration de Prestel. Ils ne font pas de blanchiment. Ils ne créent pas de société écran pour recycler de l'argent sale dans l'économie légale. Mais en pénétrant le cœur d'un réseau qui sert déjà à faire transiter des informations bancaires, ils révèlent la véritable vulnérabilité, celle d'un système qui commence à déléguer la confiance à une machine, sans se doter de défense adaptée. Le scandale n'est pas dans le montant volé, il est dans le constat que si quelqu'un avait voulu armer cette faille, l'infrastructure financière naissante aurait été incapable de se défendre, incapable même de qualifier juridiquement l'attaque. À mesure que Chiffren et Gold explorent le système, British Telecom finit par remarquer quelque chose d'anormal. Des logs d'accès, à peine exploités, montrent des connexions inhabituelles sur des comptes sensibles. Le Computer Crime Unit de Scotland Yard, tout juste créé, est saisi. C'est l'une des premières fois qu'une unité de police se consacre à ce que l'on appelle encore vaguement crime informatique. Les enquêteurs n'ont pas de modèle, pas de protocole standardisé, pas de guide sur la façon de tracer une intrusion par modem. Ils remontent la piste à l'ancienne, analysent des numéros appelés, des factures téléphoniques, des lieux d'où partent les connexions. Pas de VPN, pas de chiffrement, pas de réseau Tor. Le réseau est nu, et les intrus aussi. Un jour, la porte s'ouvre chez Chiffren. Mandat de perquisition. Disque saisi, modem débranché, carnet de notes récupéré. Pour un braqueur classique, la preuve, c'est l'arme, l'argent, la caméra de surveillance. Pour un braqueur des années 80, la preuve, ce sont des lignes de code, des identifiants scribouillés à la main, des logs de connexion. Mais une fois le matériel sur la table, un autre problème apparaît. Sous quelle loi poursuivre? Le Royaume-Uni n'a pas à cette époque de texte dédié au hacking. On ne peut pas parler de vol au sens classique. Aucun actif financier n'a disparu, aucun compte n'a été débité.
On choisit alors une voie détournée, le Forgery and Content Fighting Act de 1981, une loi conçue pour la falsification de documents papier, de chèques, de billets. L'accusation construit une analogie. Utiliser un identifiant d'administrateur, c'est comme fabriquer un faux document pour obtenir un avantage. Les juges en première instance acceptent cet argument. Schifrin et Gold sont condamnés. Le message envoyé est clair. Même sans vol, même sans blanchiment, s'introduire dans un système informatique sera puni. Mais le système judiciaire, lui, n'est pas stable. L'affaire remonte. Initialement condamné en 1986 par la Southwark Crown Court, faute de législation spécifique, Schifrin et Gold avaient été poursuivis en vertu du Forgery and Content Fighting Act de 1981. L'accusation avait tenté d'arguer qu'ils avaient fabriqué un faux instrument en manipulant les systèmes de Prestel, une manœuvre juridique audacieuse pour faire entrer le numérique dans des lois pensées pour le papier. Mais en 1988, la Chambre des Lords tranche. Le hacking, tel qu'il est pratiqué ici, ne rentre pas proprement dans les cases de la loi sur la falsification. On ne peut pas étirer indéfiniment un texte conçu pour le papier afin d'y faire entrer le numérique. Les deux hommes sont acquittés. Pour les forces de l'ordre, c'est un camouflet. Pour les banques, un signal d'alarme. Même si un intrus manipule un système qui supporte des flux financiers, la justice n'a pas de base solide pour le condamner tant qu'il n'y a pas de transfert réel d'actifs. Du côté du gouvernement, la question n'est plus simplement technique, elle est systémique. Comment protéger l'intégralité des systèmes de paiement, des services de home banking, des réseaux interbancaires, si un accès non autorisé, tant qu'il ne fait pas bouger l'argent, flotte dans une zone grise légale? La réponse arrive 2 ans plus tard, la Computer Misuse Act de 1990. Un texte qui, pour la première fois, définit clairement plusieurs infractions. Accès non autorisé à un système, accès non autorisé avec intention de commettre un autre crime, modification non autorisée de contenu. En langage moderne, le hacking, même pour les curieux, devient un crime en soi. Désormais, si quelqu'un reproduit ce que Schifrin et Gold ont fait, il ne sera plus jugé avec des lois bricolées. Il sera poursuivi pour ce que c'est réellement. Une intrusion dans un système qui peut supporter, directement ou indirectement, des activités financières, commerciales ou étatiques. Aujourd'hui, l'affaire Prestel peut sembler presque naïve. Pas de ransomware, pas de malware sophistiqué évoluant en multistade, pas de campagne de phishing ciblée, juste un modem, un identifiant exposé et un mot de passe tapé en clair. Pourtant, c'est précisément cette simplicité qui la rend fondamentale pour comprendre la finance numérique actuelle. La plupart des transactions financières modernes, qu'il s'agisse de paiement par carte, de virements interbancaires via SWIFT, de dérivés traités sur des plateformes électroniques ou d'actifs crypto échangés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, reposent sur une chaîne de confiance numérique. Pare-feu, système de détection d'intrusion, segmentation des réseaux, chiffrement des données, journalisation en temps réel, tout cela n'existe pas par hasard. Cela existe parce qu'à un moment, des systèmes ont été pensés sans ces défenses, et quelqu'un a montré que ça coûtait. La leçon ici n'est pas morale, elle est plus froide, plus économique. Un système qui ne prévoit pas explicitement le risque cyber dans sa conception et dans sa régulation paie toujours la facture plus tard. Dans le cas de Prestel, la facture se matérialise en temps politique, en urgence législative, en réécriture de tout un pan du droit pénal. Pour les banques déjà connectées à ce réseau, c'est une prise de conscience brutale. Leur exposition ne se limite plus au braquage physique, mais à des attaques invisibles, silencieuses, où l'arme est un identifiant. Et la cible, un système d'information. Pour une entreprise, pour une banque, pour un investisseur, cette histoire pose une question simple. Combien vaut une faille que vous ne voyez pas encore? Combien de lignes de code mal auditées, de comptes de test jamais désactivés, de privilèges administrateurs mal gérés dorment aujourd'hui dans vos systèmes, en attendant le prochain Schifrin? Le jour où tout se passe bien, ces failles ne valent rien. Le jour où quelqu'un les exploite, elles prennent instantanément la valeur d'un procès, d'une amende réglementaire, d'une chute de cours de bourse, d'une perte de confiance client. Dans certains cas, elles prennent la forme d'une nouvelle loi, écrite dans l'urgence, qui redessine le cadre de tout un secteur. L'affaire Prestel, Prince Philippe, ne raconte pas un enrichissement spectaculaire. Elle raconte quelque chose de plus discret, mais de plus structurant. Le moment précis où un État, ses banques et ses opérateurs télécoms comprennent que leur richesse, leur stabilité, leur réputation tiennent désormais à la sécurité d'un code qui n'est pas prévu pour être attaqué. Dans la finance comme dans la technologie, les plus grosses pertes ne se produisent pas toujours quand l'argent bouge. Parfois, elles commencent le jour où quelqu'un,
dans une petite chambre, appuie sur Entrée et prouve que votre système n'était qu'une illusion de sécurité.